Bonjour tout le monde. Je pense que tout le monde est entré. Il va sûrement y avoir quelques participants qui vont entrer dans les prochaines minutes, mais on va débuter, puis ils se joindront à nous. Euh, donc, bienvenue à ce deuxième séminaire de l'hiver-printemps, séminaire des jeunes chercheurs, jeunes chercheuses de l'ISE. On est très content aujourd'hui d'accueillir Wafa Babou qui fait son doctorat en sciences de l'environnement chez nous sous la direction de Cécile Bull, professeure ici au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, et aussi sous la direction du professeur Mario Santana de l'Université de Carleton. Wafa va nous présenter un chapitre de sa thèse qui porte sur l'utilisation des ressources minérales et métalliques dans le secteur de la construction du bâtiment selon une perspective de limite planétaire. Et je vais lui laisser le soin de nous expliquer ce que tout ça veut dire dans les prochaines secondes. Wafou, j'en dis pas plus. Je te laisse te présenter juste avant de passer à ta présentation. Je veux juste vous souligner que le fonctionnement du séminaire va comme suit. Une présentation d'une vingtaine de minutes de notre présentatrice. Et ensuite, Éric Pinault, qui est ici, qui est professeur à l'Institut de sciences environnement et qui est aussi président du comité scientifique à l'ISE, pourra commenter, faire un court commentaire sur la présentation, lancer la période d'échange et ensuite tout le monde pourra échanger et poser ses questions. Excusez, j'ai admis quelqu'un, puis Wafa, je pense que c'était... Ah, parfait. Je t'avais fermé ton micro par erreur, désolé. Sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer. Alors, Wafa, à toi. Merci Marie-Audrey et merci à l'ESE pour l'organisation de ce séminaire. Donc, merci pour ma présentation. Donc, je vais passer aussi rapidement, répéter mon titre. Je présente un chapitre de mon sujet de recherche de doctorat qui est intitulé « L'évaluation absolue de la dissipation des ressources minérales et métalliques selon une perspective des limites planétaires ». Donc, pourquoi les ressources minérales et métalliques ? Alors, l'utilisation des matériaux est projetée d'être doublée dans les prochaines décennies et les métaux et les minéraux non métalliques utilisés plus particulièrement dans la construction représentent la plus grande part et devraient croître rapidement. Et si on regarde la construction et son impact au Canada, le secteur de construction consomme 50% des ressources naturelles et contribue à 11% des émissions nationales de CO2. Donc, on peut voir que le secteur de construction et la consommation des ressources dans ce secteur contribuent remarquablement à l'impact environnemental. Donc, on peut aussi conclure que le secteur de construction est l'un des secteurs les plus influents en termes de réduction de gaz à effet de serre et aussi de gestion de la consommation des ressources naturelles. Alors, comment on fait pour l'évaluation des impacts environnementaux des matériaux dans le secteur de construction? Parmi les méthodes qu'on utilise, c'est l'analyse de cycle de vie, qui est une approche qui quantifie les impacts environnementaux des matériaux ou d'un bâtiment tout au long de son cycle de vie. Si on regarde des matériaux, c'est depuis la production jusqu'à la fin de vie. Et on couvre toute une grande catégorie d'impacts, parmi lesquels les changements climatiques et aussi l'épuisement des ressources métalliques et minérales. Par contre, s'il y a un consensus sur la modélisation de l'impact des changements climatiques, et c'est un modèle qu'on utilise pour la majorité des méthodes dans l'analyse de cycle de vie, l'impact de l'épuisement des ressources minérales et métalliques sont évalués vraiment différemment dans les méthodes d'ACV. Il y a la catégorie 1 qui évalue l'impact en reliant l'impact de la consommation ou l'utilisation des ressources à l'extraction de la nature. La deuxième catégorie évalue l'impact à l'accessibilité dans l'économie et dit que l'extraction, ce n'est qu'un transfert de la nature à l'économie, et puisque la ressource elle est accessible dans l'économie et elle est réutilisable, recyclable, il n'y a pas de dissipation et donc il n'y a pas d'impact et la dissipation est reliée plus principalement à la dissipation.
La troisième catégorie, elle relie l'impact de l'utilisation des ressources aux fonctions. On dit que ce qu'on veut protéger dans la préservation d'une ressource non renouvelable, c'est sa fonction offerte à l'économie. Et s'il y a des alternatives pour cette ressource, donc il n'y a pas, un impact. Et donc, ce qu'on protège, c'est la valeur instrumentale de la ressource et non pas la valeur intrinsèque, la ressource en tant que telle. Alors ici, on a un modèle qui traduit cette dernière catégorie. C'est le MACSI, Material Competition Scarcity Index, qui est la fraction des utilisateurs non adaptés quand la ressource facilement accessible est dissipée. Ici, donc, on parle c'est un impact dans l'analyse des cycles de vie, mais comment on peut évaluer une dissipation maximale pour conserver la ressource jusqu'à l'adaptation de tous les utilisateurs. Donc ici, on fait référence pas à la relativité de la CV, mais on parle d'une façon absolue à l'échelle planétaire. Et c'est l'évaluation absolue de la durabilité environnementale. Ce concept admet que si on réduit les performances, on augmente les performances environnementales, ça ne veut pas dire qu'on fonctionne dans les limites régionales et mondiales de l'environnement, ce qu'on peut appeler limites planétaires, capacité de charge ou budget écologique. Pour ça reste à l'échelle planétaire, comme si on réduit par exemple les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la planète, ça ne veut dire pas qu'on respecte de ne pas dépasser le 1,5 degré de l'accord de Paris. C'est à peu près, c'est la même chose pour si on parle d'autres catégories d'impact. Ici, on parle à l'échelle planétaire, mais si on veut travailler par secteur, par système anthropogénique, on appelle ça une allocation. Ça veut dire attribuer une fraction du budget planétaire à un système anthropogénique en utilisant des approches d'allocation. Et cela pour faciliter la gestion, la réduction d'impact à l'échelle vraiment d'un secteur et pas à l'échelle planétaire. Si on fait la relation avec l'analyse de cycle de vie, on parle ici de l'évaluation absolue de la durabilité environnementale et donc on évalue si un système anthropogénique comme un bâtiment est écologiquement durable. Je vais juste transférer et écologiquement durable dans un sens absolu pour une catégorie d'impact. Donc ici, on compare les résultats de l'analyse de cycle de vie avec c'est-à-dire la pression environnementale avec la fraction allouée au bâtiment ou bien au système anthropogénique et voir comment on peut réduire l'impact pour rester dans les limites planétaires. Donc ça, en général, le concept de limite planétaire, comment on fait en liaison avec l'ACV pour résoudre l'aspect de relativité dans l'analyse de cycle de vie. Si on regarde comment ce budget écologique est appliqué à l'échelle des ressources métalliques et minérales, il y a déjà des publications qui essaient de définir un budget planétaire pour la consommation des ressources. Et on trouve deux fameux articles dans la littérature qui calculent l'extraction maximale, ce qui est en kilogrammes par année, et qui utilisent la réserve existante, soit sur 200, admettons qu'en dans 200, on va trouver des alternatives ou des remplacements, ou sur le temps d'adaptation des utilisateurs, qu'on essaye de voir combien ce temps-là. Par contre, ces deux modèles, on trouve qu'on travaille aussi sur l'extraction et pas la dissipation. Donc, alors que si on extrait la ressource, on peut avoir, la ressource peut rester dans l'économie et ce qu'il faut modéliser plutôt, c'est la dissipation. Et ensuite, on a des valeurs constantes dans le temps. Donc, on ne tient pas compte de la demande future, le changement de la demande de certains matériaux. Si on regarde, donc ici, en termes de budget global, si on regarde l'allocation pour le secteur de bâtiment, la catégorie d'impact de l'épuisement des ressources métalliques et minérales n'est pas appliquée dans l'évaluation absolue de la durabilité des bâtiments. Mais ce qu'on trouve majoritairement dans la littérature, c'est les changements climatiques.
Il y a différents types de bâtiments qui ont été étudiés. On utilise différentes allocations, d'approches d'allocation. Ce qui est commun, c'est, je veux aussi ici pour montrer quelles sont les fameuses approches d'allocation qu'on trouve dans la littérature. Il y a l'égalité par habitant, c'est-à-dire on a un budget planétaire et on divise, on dit que chaque habitant doit avoir un part égalitaire de ce budget-là. Il y a le deuxième approche d'allocation qu'on appelle le grandfathering. J'ai fait une traduction droit acquis, mais je ne suis pas sûre, mais ce qui est publié dans la littérature, c'est le terme grandfathering, c'est-à-dire l'allocation à un secteur dépend de l'impact environnemental de ce secteur-là. Donc, si ça pollue beaucoup, donc le budget planétaire doit être rétréci. Si elle consomme beaucoup de ressources, donc le budget doit être rétréci pour ce secteur. C'est ça ce que veut dire le grandfathering. Il y a les dépenses de consommation finale. Ici, on regarde plutôt l'économie, donc la contribution de ce secteur à l'économie. Et plus, on ne veut pas, par exemple, pénaliser l'économie en réduisant le budget planétaire pour un secteur X. Et ça, donc, ça ne tient pas compte vraiment de l'impact environnemental, mais plutôt de la contribution du secteur à l'économie. Donc ça, c'est en général, comme j'ai dit, la catégorie la plus couverte, c'est la catégorie de changement climatique. Donc, les objectifs dans mon étude, c'est d'abord élaborer une approche méthodologique pour quantifier un budget de dissipation annuelle pour les ressources métalliques et minérales à l'échelle globale, à l'échelle planétaire, et puis estimer le budget alloué au secteur de bâtiment et après opérationnaliser l'allocation de cycle de vie d'une école comme type de bâtiment. Ici, le dernier sous-objectif, c'est on peut considérer par type de bâtiment, mais ici, j'utilise un type précis juste pour utiliser un type parmi d'autres. Alors, pour la méthodologie, en général, la méthodologie de l'évaluation absolue de la durabilité environnementale passe par 3 étapes. D'abord, c'est l'estimation de l'impact environnemental. Ici, comme notre étude, on se met d'accord que ce qu'on veut protéger, c'est vraiment la valeur instrumentale de la ressource. Donc, on utilise le MACSI qu'on a défini avant, qui est le Material Competition Scarcity Index, qu'on adapte et on adapte les données. Après, la deuxième partie, on quantifie le budget planétaire. Donc ici, on a calculé un taux de dissipation annuel à l'échelle planétaire pour chaque matériau. Et après, on a la troisième partie, c'est l'attribution du budget à un système anthropogénique. Et ici, comme on travaille sur les bâtiments, donc on a attribué un taux de dissipation annuel pour les bâtiments, la construction ou le cycle de vie des bâtiments. Et après, on a attribué un budget de taux de dissipation alloué pour une école comme un exemple de bâtiment. Pour entrer plus en détail dans la méthodologie, alors nous avons une réserve. Ce qu'on a calculé, c'est comme nous avons une réserve, nous avons utilisé les données publiées pour le Reserve Base, c'est un réserve. On a la quantité du stock qu'on a actuellement et qui est accessible économiquement, mais qui contient aussi une partie qui va être accessible dans les prochaines années avec le développement technologique. Donc, nous avons utilisé cette réserve-là. On a calculé la dissipation annuelle en se basant sur une extraction annuelle dans le temps. Et cette extraction, nous avons utilisé une régression linéaire qui fait entrer en jeu la population et les revenus. En utilisant un trajectoire socio-économique moyen. Et donc, on a pu calculer dans les prochaines années l'extraction annuelle pour chaque matériau. Après, on a annuellement une quantité recouverte, que ce soit recyclée ou réutilisée de ce matériau-là, en se basant sur les données publiées. Et on a aussi une quantité substituée. Admettons qu'en cherchant ici sur la substituabilité de ce matériau pour chaque fonction, et s'il y a des substitutions, des alternatives, et comment estimer le temps où les utilisateurs vont s'adapter pour chaque
pour chaque alternative et substituer une partie de la réserve par cette alternative-là. Alors, on arrive avec deux graphes. Le premier, c'est la dynamique de la dissipation dans le temps et la dynamique de l'épuisement de la ressource. Et on a aussi l'adaptation des utilisateurs. Il y a un pattern d'adaptation des utilisateurs dans le temps. Et quand la réserve est entièrement dissipée, on appelle ça le temps DDI, Dynamic Depletion Index, on a le MACD. Donc, le MACD, c'est la fraction des utilisateurs qui restent non adaptés, qui a encore besoin de cette ressource, et c'est ça l'impact qu'on considère. Alors, ici, pour le calcul du budget planétaire, ici, le budget planétaire est défini comme la fraction de dissipation annuelle qui permet de maintenir la réserve jusqu'à l'adaptation complète des utilisateurs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on admet que l'adaptation des utilisateurs va rester la même, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajuster la dissipation. Au lieu d'avoir une dissipation WDR, on va calculer une dissipation World Dissipation Rate, Carrying Capacity, c'est pourquoi je mets WDR-CC. Désolée, j'ai laissé ça en anglais. Et donc, ce qu'on fait, c'est comme on fait un changement de la dissipation annuelle, on rétrécit la dissipation pour diminuer, pour allonger la réserve jusqu'à ce que tous les utilisateurs soient adaptés. Donc, c'est ça en général ce qu'on a fait pour le calcul de la dissipation selon un budget planétaire. Et donc, le budget de la dissipation annuelle est calculé à travers le temps d'adaptation. On a différents temps d'adaptation pour en se basant sur les données de la Commission européenne qui donne un taux de substituabilité pour chaque matériau, pour chaque fonction. Et donc, on a estimé des temps d'adaptation pour chaque matériau, pour chaque fonction, puisque chaque matériau est multifonctionnel. Et aussi à travers le taux de la demande annuelle qu'on a calculé à partir de la prévision de la dissipation dans le temps. Alors, pour l'attribution du fraction du budget planétaire au système anthropogénique ou au bâtiment, là, on a fait interpeller des approches d'allocation. Alors, on a calculé un budget par habitant, donc un downscale par personne. Et après, on a fait ajuster ce budget par personne à l'échelle de bâtiment parce que comme j'ai dit, chaque matériau est multifonctionnel et utilisé pour plusieurs secteurs. On a utilisé le grandfathering et c'est la consommation, ça reflète l'impact environnemental ou bien l'utilisation de ressources, la consommation de ressources de chaque secteur. Donc, ça dépend, il y a une comme pondération ou bien ajustement de cette allocation par personne, allocation par secteur. Donc, ça dépend, en se basant sur l'utilisation de ce matériau dans le secteur de bâtiment, le pourcentage d'utilisation. On a fait une petite simulation pour évaluer aussi si on utilise des allocations économiques comme la valeur économique ajoutée ou les dépenses de consommation finale. Mais la méthode utilisée pour le calcul, c'est le grandfathering, mais c'est juste, les deux approches sont utilisées juste pour une analyse de sensibilité qu'on va regarder ensemble. Après, on a attribué un budget par école, donc un downscale par type de bâtiment. Comment on a fait pour cela? Il y a deux approches qu'on a utilisées, soit le temps consacré dans une école, donc ajustement du budget par habitant par école, et on peut alors calculer le taux de dissipation par élève, ou bien on peut calculer le temps de dissipation par mètre carré en ajustant, ou bien en calculant la fraction qui préoccupe les écoles au Canada par rapport aux écoles, par rapport au total, la superficie totale des bâtiments au Canada. Et on a admis que cette fraction va rester la même s'il y a un développement, un ajout des écoles et un ajout d'autres bâtiments. On a mis en hypothèse que cette fraction des écoles par rapport aux autres bâtiments va rester la même dans le temps.
Donc ça, c'est en général. On va voir alors les résultats pour le budget, comment on a estimé le budget. Je vais mettre le cas de cuivre plus précisément, mais c'est la même chose qu'on a fait pour tous les matériaux, juste pour voir, pour être plus clair et ne pas entrer dans beaucoup de détails. Donc ici, dans le cuivre, on peut aller voir comment ça change la dynamique des utilisateurs. L'adaptation des utilisateurs. Le cuivre, il est utilisé dans plusieurs fonctions, pas juste la construction, il est utilisé dans la construction, la fabrication des équipements, le transport et l'électronique. Et on a une adaptation des utilisateurs. Il y a des alternatives pour la construction, mais il n'y a pas des alternatives pour le transport et l'électronique, par exemple. Et donc, le temps d'adaptation des utilisateurs diffère pour chaque fonction. Et ce qui est pertinent à regarder ici, c'est qu'on a un épuisement. L'épuisement du cuivre va être dans le temps DDI, dans 133 ans, alors qu'on a encore 40% des utilisateurs qui restent encore besoin du cuivre et qui n'ont pas des alternatives pour le moment. Donc, alors, en se basant sur ces données-là, nous avons calculé un budget planétaire pour la dissipation du cuivre à ne pas dépasser. Le budget planétaire qu'on a calculé pour le cuivre, ça se voit, c'est en jaune, donc ça se voit qu'on consomme plus de cuivre qu'on doit avoir pour assurer que la réserve soit maintenue pour les générations futures. Et on a trouvé que le cumul de la dissipation de cuivre dépasse 3 fois le budget planétaire. Donc, on va arriver, donc c'est en général comment on a eu le visionnement de ce budget par rapport à la dissipation actuelle du cuivre. Si on regarde l'allocation au secteur de bâtiment, on peut avoir aussi un calcul d'une partie qui doit être dissipée annuellement dans le secteur de bâtiment en général, mais on peut faire aussi l'exercice par type de bâtiment. Dans le secteur de bâtiment en général, donc c'est difficile d'agir à l'échelle de cycle de vie, mais en calculant une allocation par école, on peut agir à l'échelle de la réduction de la consommation du matériau à l'échelle de cycle de vie de ce bâtiment-là, en calculant, admettons pour les écoles, calculant une dissipation par élève ou par mètre carré. Ici, pour le cuivre, on a trouvé, on peut avoir la durée de vie d'une école et juste sachant le nombre des étudiants, des élèves dans cette école ou bien la superficie totale de cette école, on peut estimer pour le cycle de vie combien on peut utiliser de cuivre pour rester dans les limites planétaires de cette école-là. Et donc, l'exercice a été fait pour les autres matériaux, autres que le cuivre. Ce qu'on peut aussi retenir ici, parce qu'on a inclus l'adaptation des utilisateurs et pas juste utiliser le cuivre, préserver le cuivre pour le préserver, mais ça respecte le besoin des utilisateurs et leur adaptation. On peut remarquer que dans l'année 2060, il y a une diminution d'utilisation du cuivre dans le secteur des bâtiments, ce que dans ce secteur-là, plus précisément, il y a des alternatives à coût égalitaire du cuivre et donc les utilisateurs peuvent s'adapter et utiliser d'autres matériaux hors que le cuivre dans le secteur de construction. Ici, la petite simulation qu'on a fait pour évaluer si on change l'approche d'allocation, est-ce que les résultats vont changer? Et oui, ça change si on utilise le grandfathering qui se base sur l'impact environnemental ou l'utilisation, comme la quantité d'un matériau X utilisé dans le bâtiment, ou bien on utilise la valeur économique des écoles, la valeur ajoutée. La valeur économique ajoutée, ça diffère si on utilise une option, si on opte pour une approche d'allocation économique ou bien une approche d'allocation qui se base sur l'impact environnemental. Donc ça reste un choix. Il n'y a pas comme je dis, il n'y a pas un consensus sur une approche d'allocation plus précise et donc ça reste un choix qui dépend dans le cas de bâtiment, qu'est-ce qu'on utilise? Est-ce qu'on utilise
la quantité de ressources utilisées dans chaque bâtiment, on utilise la contribution de ce bâtiment pour l'économie générale, par exemple, du pays. Alors ici, nous avons calculé la dissipation en se basant sur le réserve base, comme j'ai mentionné, qui est en quantité qui est déjà calculée, un stock de ressources qui estime ce qui est exploitable en termes de ressources actuellement, mais qui contient aussi une quantité de ressources qui va être exploitable dans le futur avec technologies futures, mais la disponibilité des ressources augmente avec des nouvelles découvertes et ça peut changer le budget planétaire qu'on a calculé actuellement. En plus, la croissance de la demande pourrait changer avec d'autres modèles de développement. Nous avons utilisé le trajectoire socio-économique moyen pour estimer la demande future pour chaque matériau, mais si on utilise un autre trajectoire socio-économique, bien évidemment, la demande change dépendamment. Aussi, il y a des projections que si on sait tous que les énergies vertes, comme les énergies éoliennes, les énergies solaires, ça consomme plus de matériaux comme l'aluminium et le cuivre, le fer. Donc, un virage, il y a actuellement un virage pour ces énergies vertes pour substituer les énergies fossiles. Et dans le temps, si ça continue avec le même pattern, donc ça veut dire qu'on aura besoin de plus de matériaux, on aura une extraction de plus de matériaux. Et troisièmement, il y a le contraire. Si on ajoute un facteur d'initiative pour atteindre les objectifs climatiques ou bien les objectifs d'économie circulaire, c'est un facteur aussi qui diminue, qui favorise la réutilisation des matériaux et l'augmentation de l'intensité des matériaux. Et donc, ça diminue aussi la demande. Ce sont aussi des facteurs qu'on peut ajouter à l'équation hors la population et les revenus qu'on a utilisés pour déterminer l'extraction future. Pour nous, on a comme prévoir la demande en se basant sur la croissance économique et la population sans entrer en jeu d'autres facteurs qui peuvent être pertinents pour varier la demande. Ensuite, le budget planétaire il est calculé par rapport à des substituts qu'on a déjà eu des données par la Commission européenne. Donc, pour chaque matériau, pour chaque fonction, on a déjà des données pour la substitution et les alternatives, mais avec des changements, des développements technologiques ou autres, on peut avoir d'autres alternatives et donc cela peut varier le temps d'adaptation des utilisateurs. Donc, on a tendance à s'adapter plus rapidement si on a des alternatives et c'est le concept qu'on a utilisé dans l'approche. Il y a aussi, ici, ce qu'on a utilisé aussi, c'est que il y a l'indisponibilité des substituts pour une fin d'utilisation à resserrer le budget planétaire de la dissipation ou tous autres utilisateurs finaux. Ça veut dire que si il n'y a pas des alternatives pour une fonction, ça veut dire qu'on rétrécit le budget planétaire pour toutes les fonctions. Sans tenir compte de si la fonction est importante pour l'économie, importante pour... est-ce que c'est la construction qui est importante? Donc, on utilise un budget planétaire qui doit assurer que toutes les fonctions soient comblées dans le futur sans tenir compte de cette différence entre les fonctions que couvrent les matériaux. Donc, ça, c'est un côté aussi qui n'est pas traité dans l'étude. En regardant aussi la fraction allouée, on a vu que la fraction allouée dépend littéralement de l'approche d'allocation choisie. Donc, si on a choisi le grandfathering, c'est qu'on a trouvé plus logique d'aller vers la quantité utilisée des matériaux dans le secteur des bâtiments, mais ça reste un choix parfois politique qu'on utilise. Non, on doit donner plus un budget, ne pas resserrer le budget pour le secteur de bâtiments pour des fins économiques. Donc, ça reste quand même débattable, cette question d'allocation qui n'est pas un consensus sur quoi on doit utiliser comme approche d'allocation et ça reste parfois un choix arbitraire. Il doit être argumenté, mais ça reste un choix.
Ensuite, le budget qu'on a vu, on a eu un budget planétaire, mais le budget aussi pourrait être réparti, comme c'est réparti sur multiples niveaux, peut impliquer des différents intervenants. Par exemple, le secteur économique comme l'industrie de construction, on intervient aussi, par exemple, le gouvernement, donc une gestion de ressources à une grande échelle, ou bien le secteur d'activité, si on donne le budget par un bâtiment, par exemple. Donc ici, on fait interpeller des intervenants comme des architectes ou des corps de certification qui vont agir plus précisément à l'échelle d'un bâtiment, comme on a fait dans le cas d'une école, ou bien par besoin. Ici, c'est un volet qu'on n'a pas considéré ici, c'est que le besoin, un bâtiment, un logement, ce n'est pas un hôtel, donc on a peut-être on aura plus on doit utiliser des ressources plus on doit accorder un budget pour le logement qui est une nécessité plus qu'un hôtel, par exemple. Ça, c'est une attribution par besoin qu'on n'a pas considéré en fait dans la présente étude. Alors, au final, cette étude propose une méthodologie qui estime un budget de dissipation des matériaux en tenant compte de la disponibilité, de la substituabilité et de temps d'adaptation des utilisateurs. On a considéré vraiment la valeur instrumentale du matériau et pas la valeur intrinsèque. Et ça permet la gestion des ressources métalliques et minérales à l'échelle du secteur du bâtiment ou à l'échelle du cycle de vie d'un bâtiment. Et cela, on fait plus précisément à l'aide de l'évaluation absolue du bâtiment, et c'est pour cela qu'on a besoin maintenant à faire des études de cas pour évaluer si une école consomme, si la construction ou le cycle de vie d'une école consomme des matériaux qui restent dans le budget planétaire accordé de ce type de bâtiment. Et en fait, ça, c'est la suite en fait de mon étude. En général, c'est ça ce que j'ai à présenter. Merci beaucoup pour l'écoute, pour le visionnement. Et je tiens à remercier aussi ma directrice de recherche, Cécile Bull, mais je remercie aussi Anders Bjorn qui a partagé avec moi ses connaissances dans les limites planétaires. Et je tiens à remercier aussi mon programme de subventionnement, le CRSNG. Et merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.